C'est la fin d'un marathon législatif en France. Juste avant l'ouverture du Salon international de l'agriculture ce samedi, le Parlement a définitivement adopté la loi d'orientation agricole. Ce texte était discuté depuis un an. Il est présenté comme une réponse à la colère des agriculteurs. Mais de nombreuses voix dénoncent un recul en matière de protection de l'environnement. Alors peut-on réussir à concilier agriculture et écologie? On en parle ce soir avec nos deux invités. Christiane Lambert, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes éleveuse porcine en France, présidente de la Fédération des entreprises de charcuterie traiteurs, le FICT, qui regroupe à peu près 300 entreprises françaises. Ex-présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole français, et ex-présidente du COPA, l'organisation qui représente les agriculteurs européens à Bruxelles. Et nous avons également le plaisir d'être en plateau avec Lucille Schmitt. Bonsoir et merci à vous d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et vice-présidente du Cercle de réflexion La Fabrique écologique et vous avez été, je le précise, candidate aux élections européennes 2019 sur la liste Urgence Écologie. Alors peut-être une première réaction de votre part à toutes les deux sur cette loi d'orientation agricole. Christiane Lambert, je commence par vous. Est-ce que vous avez le sentiment que les agriculteurs ont été entendus ? Il y a dans cette loi quelque chose d'extrêmement important, c'est la reconnaissance que l'agriculture et la souveraineté alimentaire sont d'intérêt général majeur. Longtemps, l'agriculture s'est sentie sous-considérée. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais le fait que dans le premier article, il soit inscrit que l'agriculture et le fait de produire en France et d'avoir une capacité à nourrir, même en cas de crise, puisque c'est ainsi qu'était définie la souveraineté. Rappelez-vous la phrase du général de Gaulle, un pays qui ne sait nourrir sa population ne saurait être une grande nation. Le contraire de la souveraineté, c'est la dépendance. Et aujourd'hui, on importe 70% de nos fruits, 45% de nos légumes, 50% de nos poulets. Donc on est en train de régresser en termes de production. Alors il faut le faire en respectant la durabilité, bien sûr. Mais vous savez, même le commissaire européen vient d'affirmer qu'il fallait conjuguer et la souveraineté et la durabilité. Donc oui, il y a des annonces intéressantes dans cette loi. Ce postulat est bien. Il y a aussi beaucoup de choses pour les jeunes agriculteurs. On a un défi démographique très important. 40% des gens vont quitter l'agriculture dans les 10 ans qui viennent. Et il y a aussi des éléments par rapport au foncier, qui est un sujet également très, très important. La terre est rare, elle est très convoitée et il faut la partager. On va en parler. Lucille Schmitt, je voudrais vous entendre aussi. Certains disent que cette loi d'orientation agricole, c'est une défaite pour l'environnement. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, incontestablement, c'est une défaite pour l'environnement. Je pense aussi que c'est une défaite sur le fait de tracer un avenir à l'agriculture. Pourquoi ? Parce que d'abord, opposer agriculture et environnement, ce qui est un petit peu le discours, ce qui est tout à fait le discours même que tient le gouvernement depuis les mobilisations agricoles de l'année dernière, c'est une erreur parce que, à l'évidence, les agriculteurs sont en première ligne lorsqu'il s'agit d'être des acteurs de la protection de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'être au contact de la terre, ce que montrait l'affiche du prochain salon de l'agriculture. Donc, les opposer, c'est une erreur. La deuxième chose, c'est que dans cette loi, il y a explicitement un certain nombre de choses qui risquent d'aggraver les atteintes à l'environnement et à la santé publique, notamment en ce qui concerne l'abandon du plan éco-phyto, avec l'idée qu'aujourd'hui, on ne pourra plus abandonner les pesticides sans qu'il y ait une alternative viable. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, si ce n'est le fait qu'on pourra continuer à utiliser beaucoup d'engrais et de pesticides, alors que la France est déjà un très grand consommateur de cette agriculture chimique. Et puis, par rapport à ce que disait Christiane Lambert, moi, je suis plus réservée sur la question de la transmission entre générations, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un changement, en fait, de l'agriculture, des agriculteurs. C'est normal, le monde change, il faut que les agriculteurs changent. Et que du coup, le profil de ceux qui veulent reprendre des fermes, qui veulent devenir agriculteurs, c'est plus seulement des enfants d'agriculteurs. Il y a aussi pas mal de gens qui viennent de milieux qui ne le sont pas. Comment est-ce qu'on prend ça en considération ? Comment est-ce qu'aussi on prend en considération le fait qu'on a plusieurs agricultures aujourd'hui ? On a à la fois les exploitations familiales, des très grandes exploitations qui sont plutôt agro-industrielles, voire commercialo-agro-industrielles. Et puis on a de l'agriculture de niche, notamment autour du bio. Et tout ça reste extrêmement flou. On continue, je trouve, à défendre des images de l'agriculture qui sont parfois périmées. Alors on va parler dans un instant de la question de la transmission, mais je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur justement le volet environnemental. Vous l'avez dit, effectivement, selon cette loi d'orientation agricole, il n'y aura donc pas d'interdiction de pesticides sans solution alternative. Christiane Lambert, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de régression environnementale ? Est-ce que finalement les agriculteurs sont contre la protection de l'environnement ? Non, les agriculteurs ne sont absolument pas contre la protection de l'environnement.
Il y a ceux qui en parlent, puis il y a ceux qui le font. Mais ils sont peut-être écrasés à ce moment-là par certaines normes environnementales. Certaines normes environnementales, aussi des traductions françaises qui sont mieux disantes que les règles européennes, c'est très fréquent, c'est ce qu'on appelle les surtranspositions. Vous avez des exemples très concrets? Très concrètement, des produits qui sont autorisés dans d'autres pays européens et qui sont interdits en France. C'est le cas de l'acétamipride qui est censé protéger les noisettes et aussi les betteraves. Et on importe des noisettes de Turquie qui ont été traitées avec ces produits-là. Je crois qu'il faut regarder aussi au niveau européen une prise de conscience. Il y a eu au niveau européen un vent très vert lié au fait qu'en 2019, il y a eu des élections et on se rappelle tous qu'il y avait eu plus de Verts élus. Il y a eu un Green Deal extrêmement dogmatique. Et aujourd'hui, le commissaire européen en charge de l'agriculture fait un retour en arrière aussi en disant attention, on impose des règles à nos agriculteurs et on importe tous les jours des produits qui viennent d'ailleurs qui ne respectent pas les mêmes règles. Ça, c'est pas tenable. Et si on veut conserver l'agriculture diversifiée telle qu'elle est en France, telle qu'elle est en Europe, qui est beaucoup moins agro-industrielle que celle qu'on peut voir dans les pays d'Amérique du Sud ou dans les plaines de Russie, eh bien, il faut justement avoir des conditions de production qui sont tenables. Alors, pas d'interdiction sans solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut peut-être pas le prendre au pied de la lettre. D'abord, le plan Éco-Phyto n'est pas enterré, contrairement à ce qui vient d'être dit. Il continue sa vie. Et il va continuer à se développer. Et les agriculteurs sont engagés dans des réductions. Mais ce que dit aussi le commissaire européen, il faut l'écouter, c'est très important. Il dit il y a eu des approches dogmatiques en disant il faut réduire de 50%. Ça n'a pas produit d'effet. On voit que les agriculteurs ont réduit les émissions de gaz à effet de serre de 2%. L'automobile ne l'a pas fait. Quand l'agriculture amène des résultats, y compris sur la capture carbone, ce que d'autres ne font pas. L'agriculture doit être aussi source de solutions. Elle est source de solutions. Et sur les phytos, est-ce qu'on abandonne des productions et on importe les mêmes produits traités dans les conditions différentes? Et justement, à ce sujet, Christiane Lambert, quand on vous écoute, on a l'impression finalement qu'il est très difficile de concilier agriculture et écologie. Lucille Schmitt, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est possible aujourd'hui de décarboner, de rendre notre environnement plus vert tout en maintenant à flot l'agriculture française? Parce que Christiane Lambert nous présentait quand même un certain nombre de difficultés concrètes que rencontrent les agriculteurs sur le terrain. Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais alors comment on fait? Alors, il y a plusieurs choses, et dans ce que dit Christiane Lambert, moi je souscris à tout ce qui a été dit sur la question du libre-échange trop débridé et le fait que finalement, aujourd'hui, vous savez, il y a deux grandes politiques à l'échelle européenne, la politique commerciale commune et la politique agricole commune. Et la question, en fait, de la compatibilité entre ce qu'on demande sur le verdissement de l'agriculture et ce qu'on fait en termes d'importation, c'est un vrai enjeu, sur lequel d'ailleurs l'Union européenne a déjà des principes, en disant qu'il faut demander aujourd'hui ce qu'on appelle des clauses miroirs, sans vouloir être trop technique, mais avec l'idée que en tout cas, si on importe des produits qui viennent d'ailleurs, il faut qu'elles respectent les mêmes clauses environnementales que nos produits. Réciprocité dans les échanges après la question du miroir, dans le concret, parce qu'il faut regarder les choses très concrètement dans le détail, c'est souvent pas respecté. On a vu tous les débats autour notamment du Mercosur. La deuxième chose par rapport à ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, il y a un état en fait, de l'agriculture en termes de productivité qui parfois se heurte à une certaine dégradation des sols, qui se heurte à la question d'imaginer les choses en perspective à 15-20 ans, parce que c'est bien d'être dans le court terme lorsqu'il s'agit de nourrir, mais aussi ce que disait Christiane Lambert par rapport aux fruits et aux légumes, ou par exemple au poulet. C'est toute une série de choses sur lesquelles la France peut être très bonne. Je veux dire, la France peut être tout à fait autosuffisante sur les fruits et légumes, mais aujourd'hui, elle ne l'est pas parce que justement, il y a un enjeu d'importation, de dumping. Et puis, il y a cette question qui avait été notamment prise en considération par une loi, la loi Egalim en 2018, qui était de revoir au fond le contrat entre la grande distribution, l'industrie et les agriculteurs. C'est bien de faire des textes. Enfin, pas quand ils sont anti-environnementaux, c'est bien ensuite de les appliquer lorsqu'on veut revoir les rapports de force économiques. Et donc ça suppose que lorsqu'on fait des lois, on les applique notamment sur les rapports de force commerciaux et économiques. En tout cas, vous n'êtes pas en désaccord total sur tous les plans. Christiane Lambert, vous avez souvent dit qu'il fallait en fait tout simplement adapter le rythme à la situation concrète des agriculteurs. En même temps, on est dans cette situation d'urgence écologique. Comment est-ce qu'on répond concrètement à cette équation ? Déjà, ce qui a beaucoup chamboulé l'application des lois alimentation, entre autres, c'est quand même l'énorme inflation que nous avons subie. Le Covid a mis l'économie mondiale à l'arrêt. La guerre en Ukraine a fait flamber toutes les matières premières, que ce soit les engrais, mais aussi l'alimentation. Il y a eu d'ailleurs des niveaux d'inflation jusqu'à 20-25% dans certains pays, ce qui n'a pas été le cas en France. Mais on a quand même eu en France des taux d'inflation à 15% qui étaient très difficiles à supporter. La loi alimentation, elle a produit des effets chez les agriculteurs en production animale aujourd'hui, que ce soit production porcine,
porcines, bovines, laitières ou même les agneaux, on a des niveaux de prix qui sont corrects. Donc c'est le fait de dire qu'il fallait tenir compte des coûts de production, que la matière première agricole payée aux agriculteurs ne peut pas être négociée ensuite par le distributeur, ça a été positif. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les distributeurs contournent la loi, installent des plateformes de négociation à l'étranger, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, selon les différents groupes, et qu'ils veulent encore aujourd'hui faire baisser les prix, alors que l'énergie augmente, les transports augmentent, l'emballage augmente, bref, tout a augmenté, et cette guerre des prix, c'est aussi les consommateurs qui finalement sont souvent attirés vers les magasins avec le seul critère de prix. Or, s'il est demandé aux agriculteurs de faire plus de bien-être animal, plus d'environnement, etc., ça coûte plus cher à produire. C'est comme pour le vestimentaire. On peut s'habiller très peu cher en Chine. Regardez le succès de Shein, entre autres, etc. Pour une robe à 5 €, les gens font la queue pendant 3 heures. Sauf que l'industrie textile en France a disparu. Nous, notre activité, elle n'est pas délocalisable. Le sol, il est là. On ne peut pas aller produire de l'autre côté de la Méditerranée quand on est agricultrice en Maine-et-Loire. Et donc, ça veut dire que ces coûts franco-français, il faut aussi, par la pédagogie, expliquer aux consommateurs qui vont venir nous voir nombreux, qui nous aiment, que soutenir l'agriculture, c'est aussi acheter des produits français en priorité. Et un dernier mot sur la jeunesse, puisqu'on l'a évoqué en début d'interview. L'autre défi majeur de ce texte, cette loi d'orientation agricole, c'est de réussir à attirer les jeunes générations dans ce secteur difficile de l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes se tournent encore vers l'agriculture ? Il y a plus de jeunes dans les écoles d'agriculture aujourd'hui. Il y a des jeunes qui s'installent. Nous avons accueilli 2 dans notre exploitation et nous sommes très heureux de cela. Par contre, il faut en accueillir davantage. Donc, ça veut dire qu'il faut partager le foncier, il faut avoir des perspectives de revenus. Il faut aussi une reconnaissance. Quand on veut construire un bâtiment, c'est la croix et la bannière aujourd'hui en France. La croix et la bannière. Je voudrais vous entendre également. Ça sera le dernier mot pour vous, Lucille Schmitt. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que le profil de ceux qui veulent devenir agriculteurs change. Il y a certainement des fils d'agriculteurs, des fils et filles d'agriculteurs. D'ailleurs, il y a une féminisation de la profession. Mais il y a aussi tous ceux, vous savez, ces citadins qui pensent qu'ils vont devenir agriculteurs. Et donc ça change la donne. Souvent, d'ailleurs, ils veulent le faire en étant agroécologues, si je puis dire. Ils ont envie de faire de l'agroécologie. Donc là, ça change les enjeux de formation, ça change les enjeux de profil. Très souvent, ils veulent aussi aller vers le maraîchage. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont quand même des professions qui sont peu rémunératrices. Je voudrais terminer en disant une chose, c'est que l'agriculture et les agriculteurs, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est la grande histoire de la France. Et en même temps, ça reste extrêmement compliqué et très diversifié. Un tiers des agriculteurs aujourd'hui ne gagnent pas suffisamment leur vie et tiennent grâce au fait que leur conjoint est salarié. Et par ailleurs, il y a de très grandes exploitations. Ne parlons pas d'agriculteurs comme si c'était un monde global. C'est un monde très compliqué, différent et qui doit trouver, qui doit trouver aussi le lien avec l'ensemble de la société. Le lien avec l'ensemble de la société. Merci infiniment à toutes les deux. Lucille Schmitt et Christiane Lambert, on aurait pu évidemment parler de ce sujet important pendant encore longtemps. Merci d'être venus sur le plateau du 64. Place maintenant à notre chronique culture.